Et donc, nous allons continuer la discussion selon les... Est-ce qu'il serait possible de remettre ma présentation, la dernière diapositive? Euh, Selon les lignes que j'ai un peu énoncées, c'est-à-dire opposition nord-sud, opposition globale versus spécifique, et puis peut-être à la frontière entre les deux, bah, des personnes qui sont habituées à faire la synthèse un peu entre les deux, c'est-à-dire à regarder à la fois la dimension globale et la dimension plus particulière de ces affections. Voilà. Donc, la parole est à Éric Leroy, qui avait le micro. Oh, bah non, c'était juste une petite précision que je voulais Vous voulez bien venir ajouter, mais sur ça aurait pu l'estrade. attendre en fait Oui. le début de la table ronde, hein, mais Ah, voilà. ça y est, ça commence. Voilà, c'était Bon, pour bah faire voilà, bah, je vais commencer. la jonction. Non, en fait, c'est l'utilisation des fourmis. On a essentiellement parlé, évoqué de l'utilisation de ces fourmis pour rechercher et détecter les virus de la faune sauvage, zoonotique ou potentiellement zoonotique, mais on peut très bien, et nous on a commencé à l'utiliser en médecine humaine, en collectant spécifiquement les fourmis dans les villages. Parce que les fourmis, il y en a partout, c'est pas uniquement en pleine brousse, mais il y en a beaucoup dans les villages. Et donc là, évidemment, on cible préférentiellement les virus en fait, qui circulent dans les populations humaines. Et deuxième application beaucoup plus ciblée possible, c'est en ciblant un écosystème particulier. Donc là, l'étude pilote que j'ai indiquée concerne la faune animale sauvage, donc très éloignée de l'écosystème humain. Et on est susceptible bah, de retrouver des virus de toutes les espèces animales. Mais là, dans le cadre du projet ANR dont j'ai parlé tout à l'heure, on a ciblé un écosystème particulier et c'est l'écosystème cavernicole. Donc, on a réussi à trouver des nids de fourmis juste à proximité des grottes qui sont évidemment peuplées par de nombreuses chauves-souris. Et donc, si elles sont là, c'est parce qu'elles mangent, elles consomment de manière fréquente ces chauves-souris. Et donc là, on cible évidemment les virus de chauve-souris. On a beaucoup plus de chances de trouver des virus de chauve-souris que si, évidemment, on continue à collecter en pleine forêt. Voilà. Donc, en ciblant des écosystèmes comme ça, bah, on peut augmenter en fait la probabilité de détection d'un virus plus ou moins inféodé à une espèce animale ou un groupe. Merci beaucoup. Donc, si on peut remettre le tableau. Oui, bah, là, remettre le tableau juste simplement pour le moment. Euh, voilà. Donc, peut-être, j'aurai quelques questions après en ligne, mais on va peut-être commencer la discussion, puisqu'on a déjà pas mal discuté sur la détection globale. La discussion a commencé de ce point de vue-là. Eh bien, de voir un petit peu ce qu'il en est de la détection ciblée entre nos pays et les pays du Sud. Et donc, je proposais de faire échanger sur ce sujet-là Stéphane Prono et Marc Éloi, si vous voulez bien nous donner votre sentiment sur finalement quels sont les points communs et les points de divergence. Merci Bertrand. Euh, je pense que lorsque tu m'as présenté tout à l'heure en disant laboratoire départemental, c'était pas tout à fait juste, mais je pense que c'est une très belle introduction parce que aujourd'hui c'est un GIP, un groupement d'intérêt public, mais l'histoire de tous ces labos, c'est vraiment un gros réseau en France de laboratoires qu'il y avait dans chaque département. Et on a parlé du Covid beaucoup, on a parlé du concept One Health. Et je pense que l'existence d'un tel réseau est pour nos pays du Nord quelque chose de très précieux. Ça ne fonctionne pas comme ça dans tous les pays. Il y a certains gros labos de référence dans des pays d'Europe, mais on a la chance en France d'avoir un réseau comme ça qui est très éparse sur le territoire et qui permet de faire une surveillance ciblée, puisque c'est l'objet là, de la discussion. Donc le Covid, pour moi, était un très bel exemple. On a mis du temps avant de faire appel. On est ici au niveau de l'Académie vétérinaire, je dirais aux compétences vétérinaires, puisqu'il s'appelait à l'origine les laboratoires vétérinaires départementaux. Et c'est vrai que la différence pour moi, elle n'a pas été dans le savoir-faire, mais dans la capacité à faire avec des appareils qui sont aujourd'hui à la pointe de la technologie et qui permettent de faire une approche à haut débit
et de vraiment faire beaucoup d'échantillons. Et à titre d'exemple, je citerai ce que l'on faisait dans notre laboratoire où on approchait les 4000 tests jour au moment du pic, alors que d'autres collègues aussi faisaient, par exemple dans les Pays de Loire, jusqu'à 5 à 6 000 tests jour. Et je pense que ça mérite d'être souligné en faisant un petit parallèle avec ce qui s'est passé une vingtaine d'années avant. Avec, il ne s'agissait pas d'un virus, on a évoqué les prions, mais au moment de l'ESB, je pense que ce réseau a été également très, très sollicité. Et je ne sais pas si mon collègue Stéphane va arriver, mais on est souvent justement sous le parapluie de l'ANSES pour œuvrer dans cette surveillance ciblée. Stéphane, tu peux intervenir sur la... Tu as été interpellé. Est-ce que tu peux intervenir sur cette question, s'il te plaît? Bon. Son micro est coupé, là. Le micro est coupé. Il n'apparaît pas non plus en vidéo, donc je pense qu'il n'est pas... Bon, d'accord. Donc, OK, donc je suis désolé, là, il y a un glitch de communication pour l'instant. Je vais peut-être en profiter euh, pour avoir la question de Diallo, de Adama Diallo. Allô? Oui, Oui. Euh, bonjour Adama. Bonjour, ça va? Oui, En fait, ma question était surtout pour Éric Leroy. Euh, il nous a parlé, je sais pas, de faire une cinétique. Enfin, il prenait une fourmi, il regardait ce qu'elle fait, et puis un autre jour, il prend une autre fourmi. Enfin, faire une cinétique de la persistance des séquences virales chez les fourmis. Alors, c'est quel type de fourmi qu'il fait comme ça? Parce que si on prend une fourmi aujourd'hui, forcément, ça ne sera pas la même chose que enfin, les résultats ne seront pas les mêmes pour l'autre fourmi, là, parce que les individus diffèrent. Alors, quelles sont les fourmis qui les gardent et qu'est-ce que cela peut donner, quoi? Moi, je ne comprends pas très bien sa démarche. Ça. J'ai vu aussi que ben, ils vont carrément dans les nids. Alors, quels sont les types de fourmis qu'ils prennent dans les nids pour savoir, parce qu'il y a certaines qui vivent beaucoup plus longtemps par rapport à d'autres, hein, les ouvrières et les reines. Quels sont les types de fourmis qu'ils prennent pour justement faire ce type de cinétique? Eric? Oui, oui. Alors, le type des fourmis, donc c'est des fourmis très, 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 très particulières qu'on trouve, comme j'ai expliqué, uniquement dans les régions tropicales. On appelle ça les fourmis légionnaires. Et leur Oui, c'est ça. caractéristique, en fait, c'est de consommer tout ce qui est être vivant, donc les végétaux, les animaux et les arthropodes, voilà, tout. Et c'est le seul fourmi, et c'est même presque le seul animal qui a ces caractéristiques-là. Et donc, fort de ces caractéristiques-là, eh ben, on a là la possibilité d'avoir accès à tous les virus, tous les agents pathogènes de manière générale, hein, parasites et bactéries en plus, qui peuvent circuler dans un endroit donné où elles vivent. Alors pour l'instant, on sait seulement qu'elles vivent dans les zones de forêt tropicale d'Afrique. Mais vraisemblablement, j'ai commencé déjà à me renseigner qu'il y a exactement le même genre en Asie du Sud-Est. Peut-être que Marc Éloi pourrait nous dire ça. Alors, c'est toujours le genre Dorilus, mais des espèces différentes, mais qui consomment également les cadavres d'animaux. Et probablement, il y aurait le même genre d'espèces aussi en Amérique du Sud. Donc ça, c'est pour la première partie de la question. La deuxième partie, oui, effectivement, il y a deux. Donc nous, en travaillant individuellement sur les fourmis, justement, on fait la distinction entre, dans la fonction de ces fourmis, parce qu'effectivement, il y a plusieurs fonctions, deux grands types de fonctions, ouvrières et soldats. Et bon, pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'individus pour voir en fait une différence dans le spectre des séquences virales détectées. Mais c'est un projet le projet de grande envergure ne fait que commencer. Et donc là, on verra et on évoquera un peu tous ces éléments-là au fur et à mesure de l'avancée de ce projet. Mais par contre, on n'a pas pu établir de différence d'appliquer d'analyse statistique sur l'étude pilote que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc j'ai présenté les Ok, résultats. est-ce que, ok, ok, est-ce ok, que ok. Merci beaucoup pour cette réponse.
Merci Adama. On va laisser Marc Éloi répondre éventuellement, parce qu'il a été interpellé sur l'existence des fourmis légionnaires en Asie. Aucun commentaire, Aucun commentaire. aucune compétence. Alors Stéphane Zientara donc, a été interpellé par Stéphane Prono sur les technologies et les organisations mises en place donc, pour le Payon, par exemple, il y a quelques années, c'est ça? Oui, je soulignais le fait que l'ANSES était ce que j'ai un peu appelé un petit peu le parapluie au niveau des labos ex-départementaux qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et qu'il y a toujours des liens avec des aspects d'organisation d'essais interlaboratoires pour s'assurer de la bonne réalisation des analyses et que donc on bénéficiait là d'un labo expert. Donc Stéphane, on t'a déjà présenté pendant que tu nous le rejoignais. Et donc, tu as entendu la question de Stéphane? Oui, donc déjà, je voulais vous prier de m'excuser pour mon retard parce que j'ai quand même une contrainte. Oui, comme disait Stéphane, donc il y a un réseau de laboratoires qui existe en France pour différentes maladies, hein. Et donc régulièrement, des essais interlaboratoires sont organisés vis-à-vis d'un certain nombre de pathogènes et peuvent être très utiles. Donc l'objectif, c'est comme les émergences. Si on prend le cas par exemple de la MHE qui est arrivée en France en 2023, on a pu très rapidement bénéficier de ce réseau qui avait été effectivement mis en place il y a très longtemps et qui avait vraiment été initié dans le cadre de la crise, comme par exemple la crise de la vache folle. Mais pour se rapprocher d'émergences plus récentes, lorsque ce virus de la MHE est arrivé en France, on avait déjà travaillé avec des collègues en Tunisie, donc on avait développé des techniques PCR toutes simples, mais enfin, encore faut-il les mettre au point. Et donc, en 10 jours, entre l'arrivée mi-septembre du virus et 10 jours plus tard, quoi, on avait un réseau de 14 laboratoires avec des automates capables de réaliser des milliers de PCR. Donc, entre l'introduction et la mise en place de ce réseau, il s'est passé 10 jours. Et maintenant, on a activé la totalité du réseau, qui est autour d'une soixantaine de laboratoires, que ce soit pour la fièvre catarrhale ovine, pour la MHE. Là, comme vous savez sans doute, il y a de la fièvre afteuse qui est réapparue en janvier, Hongrie, Slovaquie. Donc l'idée, c'est aussi d'augmenter les capacités de ce réseau. Peut-être pas tous les laboratoires, mais certains laboratoires de ces réseaux. Si. Moi, j'avais une question qui était comment finalement on pourrait, d'un point de vue des détections spécifiques directes, comment on pourrait réduire le délai entre un premier cas animal et sa confirmation labo, c'est-à-dire comment on peut motiver et former les réseaux sentinelles, l'éleveur, etc., qui permettent de réduire cette durée entre le cas effectif et puis le moment où on est capable de mettre un nom dessus. C'est pour marquer pour Stéphane. Il semblait que la question initiale était la différence entre le nord et le sud, peut-être. Alors, je crois que la réponse est totalement différente entre le nord et le Oui. sud, à l'évidence. Je peux essayer de répondre pour le sud, enfin ce qu'on appelle le sud. Oui. Moi, j'ai l'expérience au travers du réseau des Instituts Pasteur, qui sont indépendants, hein, qui appartiennent chacun à leur gouvernement respectif, même s'il y a une liaison contractuelle avec l'Institut Pasteur à Paris. Et donc, qui reflètent, je crois bien, les différents pays, parce qu'ils sont très divers. Et en fonction des pays, on trouve des endroits où il y a des infrastructures qui sont tout à fait comparables à ce qu'on peut trouver, disons, en Europe, et d'autres pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué, et ça suppose l'envoi de prélèvements vers l'Europe. Donc, les problèmes de délai, les problèmes réglementaires ou éthiques au travers du protocole de Nagoya, et qui préserve la biodiversité. Les problèmes, disons, oui, d'éthique dans le sens où parfois, je l'ai vécu, hein, on se demande si on est utile ou si on est considéré comme les personnes qui arrivent et qui sont susceptibles de piller les ressources biologiques des pays. C'est un point important. Et puis, il y a les problèmes de biosécurité, mais ceux-là, c'est presque les plus simples à régler parce qu'ils peuvent être réglés au travers de l'envoi d'acides nucléiques. Euh, et donc, je dirais qu'il n'y a pas une réponse, et l'expérience montre qu'il y a une très grande diversité, mais il y a des petits pays comme le Laos, pour ne pas le citer, tout petit pays, mais avec des gens très motivés, une structure qui est fonctionnelle, qui a appris à travailler en collaboration avec, bon, en l'occurrence Paris, de manière extrêmement fluide. Personne ne se sent frustré, chacun y trouve son compte et c'est fluide. Et pour prendre l'exemple du travail qu'on a fait, on a pu en quelques mois faire tout ce travail d'investigation, y compris jusqu'à des travaux lourds de biologie moléculaire, en quelques mois parce que les gens se connaissent. Alors, c'est peut-être l'autre point que je devais évoquer, l'existence de réseaux préalables qui tournent sur des problématiques, disons, scientifiques générales et qui, en cas d'alerte, peuvent être activés
sans recréer de nouveau quelque chose, parce qu'à ce moment-là, on arrive simplement après la bagarre. Voilà, j'ai pas de réponse très précise, mais je vois bien la diversité maintenant et la complexité. Et d'un point de vue vétérinaire dans le sud, est-ce que les structures, parce que j'imagine qu'ils priorisent essentiellement les détections chez l'humain Oui. et que chez l'animal, c'est quand même assez embryonnaire, non? Mais absolument. Donc, bien que vétérinaire, j'ai vu l'animal comme une source de risque et non pas finalement comme un animal domestique d'investigation, parce que c'était simplement pas le cas. Donc, je crois que Pierre voulait intervenir là-dessus. Est-ce- Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, d'accord. Oui, au niveau international. Parlez bien, de toute façon. Oui, au niveau international, moi je suis assez frappé. J'ai commencé à travailler donc sur l'Afrique de l'Ouest en 1990 dans un labo veto pendant 5 ans où on faisait de la viro, de la bactérie, de la parasito, de tout quoi. Et puis après j'ai bifurqué en santé publique chez l'homme et j'ai vu comment disons depuis 30 ans, la qualité de beaucoup de labos dans des régions entières, comme je pense à l'Afrique, hein. Eric, on a pas mal voyagé et travaillé. Il y a eu une grosse amélioration. Je peux pas dire la même chose des labos vétos, certains avec lesquels j'avais travaillé, et aussi ce que je vois, hein, ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis dans le groupe à l'OMS qui travaille sur les urgences humanitaires et épidémiques. Et on voit très bien que, d'un point de vue sécurité, beaucoup de pays ont beaucoup plus de problèmes qu'il y a 20 ans, que ce soit au niveau du Sahel, mais aussi en Afrique centrale, au Moyen-Orient, etc. Et donc là aussi, pour perpétuer la qualité des labos, perpétuer la qualité du travail de surveillance, c'est beaucoup plus difficile. Et notamment sur le côté vétérinaire, je dirais, par rapport au côté de santé publique. Euh, Là, on voit bien que quand il y a des fonds disponibles, ils vont plutôt au niveau de la santé publique qu'au niveau de la santé vétérinaire. C'est hélas dommage parce qu'une grande partie pourrait être prévenue par justement un investissement dans la santé vétérinaire, mais ce n'est pas ce que je vois en tout cas qui se réalise. Merci. je- Stéphane et puis après Stéphane, c'est ça? alors, Oui, alors éventuellement, je vais commencer. Merci Bertrand. Alors rebondir peut-être sur l'intervention pour parler de la qualité des labos, le COFRAC, c'est le Comité français d'accréditation. Il se trouve que je suis auditeur en biologie moléculaire dans ce domaine pour tous les labos français. Donc c'est vrai qu'avec ce que Stéphane a présenté, les essais interlaboratoires, plus cet ensemble d'audits qui sont réalisés dans les labos, ça permet de maintenir dans le temps et de faire augmenter justement la qualité des analyses. Sur la première question qui concernait la rapidité entre le moment où on a une suspicion et la détection, euh, j'ai envie de dire, on va jamais assez vite, mais la PCR, on la fait tous à la même vitesse dans nos labos, hein. Ça nous prend entre 30 minutes à 1 heure, voilà. On peut extraire plus ou moins vite. La question après, c'est quand le prélèvement arrive dans le labo. C'est ça l'essentiel de la question. Et donc, souvent, c'est des prélèvements envoyés par la poste. Et donc, il y a des tests qui arrivent sur le terrain, mais il faut qu'ils soient bien valides, spécificité, sensibilité, parce qu'on met la rapidité en avant, mais il ne s'agit pas de mettre la rapidité aux dépens de la spécificité et de la sensibilité. Et puis, on peut avoir aussi d'autres interventions. Voilà, je vais parler d'un événement. Il y a eu les Jeux Olympiques à Paris. On a mis, nous, étant spécialisés dans le domaine équin, sur Versailles, un camion à demeure avec dedans des thermocycleurs pour détecter les principaux virus de façon s'il y avait une suspicion, à ne pas mettre en danger cette nouvelle manifestation qui avait lieu en France. Donc, dans l'heure, on était capable de donner le résultat. Mais c'est sur un site. Mais on commence à avoir de la demande pour les grandes manifestations en France dans ce domaine, de façon à être sur place pour aller très vite. Merci. Stéphane? oui, moi je vais revenir sur le sud et je vais essayer enfin, je vais compléter ce qu'ont dit Marc et Pierre, et notamment dans le domaine de la santé animale et sur la qualité des laboratoires, enfin de certains laboratoires dans certains pays africains qui effectivement se dégradent. Pour ce qui concerne la fièvre afteuse, par exemple, on a essayé de mettre en place des stratégies pour envoyer donc un prélèvement et une souche d'Afrique vers notre laboratoire et respecter les réglementations internationales. Ça peut coûter plusieurs milliers d'euros, ce qui est impossible effectivement à financer pour certains pays.
Donc, on a par exemple développé des PenSite tests, hein, des petits tests immunochromatographiques que l'on utilise enfin, dans l'élevage. Donc déjà, on a plus ou moins une réponse parce qu'ils sont quand même relativement sensibles maintenant pour savoir s'il y a du virus ou pas. Ensuite, on le plonge dans de l'acide citrique, donc on inactive le virus, on l'envoie par la poste, c'est donc simplement un envoi par un courrier qu'on peut récupérer ici chez nous dans un laboratoire haute sécurité. On fait une transfection et on récupère, puisque l'ARN génomique est positif, et on peut récupérer le virus infectieux et ça a été maintenant publié et on a pu obtenir auprès notamment de la commission de contrôle de la fièvre afteuse que ce soit utilisé, puisqu'au départ, il y avait quand même certaines réticences. Donc, on peut développer des stratégies qui permettent d'avoir ces échanges de souches et de matériel infectieux qui parfois sont très difficiles à obtenir compte tenu des coûts d'échange de matériel biologique. Donc, quand on a des manifestations ou des zones qui sont identifiées, on comprend bien qu'on puisse aller de façon prioritaire aller faire de l'échantillonnage sur place. Mais quand ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on détermine ces zones hotspots dans le sud et chez nous? Détection spécifique, hein, je parle. Enfin, je crois que on est obligé de distinguer la discussion entre la détection de l'émergence d'un pathogène qui est inconnu, de la surveillance ciblée de maladies dont on connaît parfaitement l'espèce, la répartition géographique normale, etc. Donc moi, si je considère la partie, disons, pathogène X, on a l'habitude d'appeler ça pathogène X maintenant, on connaît à peu près les grandes espèces animales qui sont des réservoirs potentiels de virus à risque, entre les chauves-souris et les rongeurs. Et bien sûr les arthropodes. Et on connaît également les zoonaris. Il y a de nombreuses publications sur les hotspots d'émergence pour toute une série de raisons, sur les facteurs climatiques, de biodiversité, effectivement, et qui les déterminent. On sait où aller chercher. On sait globalement où aller chercher. Ensuite, une des questions qui se posent, c'est celle des moyens, bien sûr, mais c'est aussi celle de l'harmonisation, de façon à ce qu'il y ait des programmes à peu près structurés, à peu près homogènes. Et puis, il y a celui de la collaboration, et il y a un point que je voulais évoquer, que j'ai vécu, peut-être d'autres aussi, à savoir que il y a une compétition. À une époque, c'était peut-être essentiellement les Occidentaux qui étaient présents. Je parle de l'Asie du Sud-Est. On l'a Chine maintenant. Et c'est un moyen d'intervention, c'est du soft power. Donc des instituts avec lesquels on travaillait facilement, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a de la concurrence en face. Donc ce n'est pas le pays des bisounours, c'est de la collaboration, bien au contraire. Euh, donc c'est un élément à prendre en compte aussi. Stéphane, tu avais quelque chose à rajouter pour chez nous? Peut-être dire qu'on a de la chance dans nos pays où on a de l'argent à mettre pour la surveillance, parce que je reviens sur le réseau de laboratoires où pour différentes espèces, hein, que ce soit les bovins, les chevaux, les porcs, la volaille, il y a une surveillance qui est effectuée annuellement, même les coquillages, hein, les huîtres sont surveillées. Donc à partir de là, on n'est pas à l'aveugle. Peut-être qu'on a quelquefois du retard, mais voilà. Et j'ai envie de dire que le premier démarrage, peut-être, ce sont les praticiens sur le terrain. On l'oublie des fois parce que ce sont les signes cliniques. Et j'ai vu dans la salle l'ancien président du RESP, le réseau d'épidémiosurveillance des pathologies équines, qui regroupe 1000 vétérinaires en France. Et à chaque fois, l'alerte peut démarrer par des signes cliniques, un prélèvement qui est envoyé. Le RESP, après, envoie à toutes les personnes et également les éleveurs l'information comme quoi, alors on a évoqué tout à l'heure la confidentialité, hein, en remontant jusqu'aux malades. C'est la même chose chez les animaux. Il ne faut pas pointer du doigt un élevage, mais on dit que dans tel département démarre une circulation d'herpès virus neurologique ou quelque chose comme ça. Marc. Marc, il y a un deuxième micro là. Je voulais aussi revenir sur un point que j'avais évoqué avant la table ronde, à savoir quelle est la meilleure approche, le meilleur coût-bénéfice. Et je pense que c'est quand même l'approche syndromique chez l'homme et chez l'animal. On a participé ainsi à un programme qu'on a appelé SI, pour South East Encephalitis, chez les enfants. Et on a utilisé des techniques en première ligne extrêmement performantes qui a permis de sortir beaucoup d'étiologies et puis derrière du NGS pour ce qui n'était pas disponible. Et donc, ces observatoires des fièvres, des encéphalites, et puis chez l'animal, le cas échéant, de manière similaire, bien ciblés, avec des moyens finalement relativement limités, mais homogènes, finalement, je pense que c'est la bonne stratégie. Plutôt que d'aller fouiller à droite, à gauche dans la faune sauvage, qui me paraît passionnant, on l'a fait, mais c'est peut-être d'un rapport coût-bénéfice inférieur. Merci. Pierre? Oui, peut-être une réflexion aussi sur, de façon générale sur la surveillance, parce que j'ai été
sur beaucoup d'épidémies dans beaucoup de pays. Et chaque fois, à la fin d'une épidémie, on discute avec les autorités locales pour voir comment améliorer la surveillance. Et il y a eu une sorte de point où les choses ont changé dans les mentalités. C'était pendant cette crise Ebola en Afrique de l'Ouest. Et quand on a commencé à faire des essais cliniques, notamment, pour vérifier que certains thérapeutiques étaient efficaces ou pas, et vérifier que certains vaccins étaient efficaces ou pas. Et quand on a pu aussi valider des méthodes de diagnostic et les produire de façon, je dirais, commerciale. Ça a été un changement. On est passé en 1997, quand il y a la grosse épidémie de kikwit en RDC, on a 3 labos potentiellement en Afrique qui peuvent faire le diagnostic. Il y a le CIRMF au Gabon, l'Institut Pasteur au Sénégal et NICD en Afrique du Sud. Et l'INRB. Non, pas en 1997. En 97, les prélèvements sont pris, envoyés aux États-Unis. 6 mois plus tard, le Congo aura les résultats. OK. Là, maintenant, grâce à cette grosse épidémie en Afrique de l'Ouest, 23 pays africains peuvent diagnostiquer Ebola, Marburg et d'autres filovirus. On a réussi à valider des vaccins, des thérapeutiques. Les pays africains savent que s'ils déclarent une épidémie, ils vont avoir accès à ces vaccins, accès à ces thérapeutiques. Donc, ça les stimule à faire une surveillance parce qu'avant, déclarer une épidémie d'Ebola pour un pays africain, c'était être stigmatisé et avoir aucune solution diagnostique, aucune solution thérapeutique ou vaccinale. Donc, je pense que un des aspects importants que j'ai pu voir après, sur d'autres maladies sur lesquelles on travaille, comme les fièvres hémorragiques virales, Lassa fever au Nigeria ou CCHF au Moyen-Orient, si dans nos projets de surveillance, on n'a pas aussi des projets de développement, notamment de mesures médicales et aussi de validation du diagnostic pour que le diagnostic soit facilité, on prêche un peu dans le désert. Et on pourra faire des progrès que quand on pourra aussi proposer des solutions qui vont faciliter la vie des éleveurs, la vie aussi des vétérinaires, par exemple. Je me souviens de discussions en Irak à propos de CCHF où ils auraient bien voulu tester, par exemple, dans les abattoirs, les carcasses qui arrivaient, les animaux qui arrivaient pour vérifier qu'ils n'étaient pas virémiques, pour justement protéger leurs ouvriers. Mais on n'a pas ce type de test aujourd'hui parce qu'il n'y a pas une demande commerciale internationale. Mais c'est des choses qui peuvent avancer si on avance ensemble. Il y avait une question en ligne de Régis Duquesnel, puis après on donnera la parole à Eric. Régis Duquesnel? Bon, il n'est pas là. Donc, si? Oui, Oui. Vous aviez une question, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez Euh, poser. oui, non, c'était une réflexion, mais bon, c'était un peu, c'était une réflexion d'ancien directeur de laboratoire vétérinaire. Enfin, j'avais deux réflexions. J'avais une Oui. réflexion par rapport aux œufs usés, où je racontais qu'il y avait une technicienne on a oublié la brucellose, mais nous, on a été formés à éradiquer la brucellose. Et j'ai une technicienne, il y a 20 ans, qui a attrapé la brucellose, une brucellose qui a été déclarée professionnelle, avec les os de l'abattoir de Bigard-Castres, puisque c'est le plus gros abattoir du sud de la France, avec des vaches qui arrivent d'Espagne, de Corse, de partout. Et donc voilà, donc on s'était bien fait piéger. Bon, c'est sûr que sur les eaux usées d'abattoir, même sur les vieilles maladies type brucellose, tuberculose, on a éradiqué. Voilà, c'était une réflexion. Et puis après, j'avais par rapport au clivage entre, ça c'est très français, les corporatistes, les agriculteurs, les instits, et puis il y a les vétos, les pharmaciens, les médecins. Et puis bon, heureusement, avec le Covid, bon, ben nous, on a des labos où on travaille énormément de grandes séries. Donc, on n'était pas dépendant de machines comme étaient les labos de biologie humaine. Donc, du coup, bon, les digues ont cédé. Voilà. Bon, après, les digues se sont mis en place puisque maintenant, le Covid n'est plus refait dans nos structures. Mais nous qui avions l'habitude d'avoir des outils type un peu artisanal où on maîtrisait tout, pour le séquençage, on faisait nos amorces. On n'avait plus cette dépendance par rapport à des grosses bécanes qui venaient de Corée du Sud ou de Chine. Et donc, voilà. Et donc, bon, c'est vrai qu'à la suite de ça, on a eu l'impression que les digues avaient un peu cédé, qui sont des digues très françaises, parce qu'en Allemagne, elles sont beaucoup moins fortes. Les vétos dirigent des labos de biologie humaine. Enfin, il y a beaucoup plus. Et nous, bon, je reste, j'étais un rural dans le Berry où, d'accord, le véto, le médecin et le pharmacien, ils faisaient du bridge.
Mais bon, le pharmacien vendait un peu en concurrence des médicaments. Enfin, on a notre histoire corporatiste français qu'on retrouve dans tas de professions, hein. La SNCF va pas frayer avec les paysans agricoles, d'agriculture. Voilà. Et bon, je pense que la crise Covid a fait quand même à améliorer les choses, quoi. Voilà. Merci. Nous avions nous avons une demande d'intervention de Stéphane. Stéphane. Non, juste pour compléter ce qu'a dit Régis, faut pas oublier que la loi sur l'internat qualifiant en biologie médicale a quand même beaucoup modifié les choses, hein. Auparavant, il y avait enfin, il y avait des vétos qui dirigeaient effectivement des laboratoires d'analyse médicale humaine, qui ont fait des carrières hospitalières. Depuis cette loi qui est ouverte aux médecins et aux pharmaciens et fermée aux vétérinaires, c'était du One Health auparavant, au millénaire dernier, hein. Et en tout cas, j'espère qu'on reviendra sur cette situation-là. J'ai un gros doute, mais enfin, le Parce que surf. nous, on a renvoyé la balle aux pharmaciens, hein. On leur a interdit de faire des antibiogrammes sur les bactéries qui isolent des chiens. Donc voilà. Donc du coup, ils nous ont bloqués, ben, grosso modo. Mais ça, c'est franco-français, quoi. Ce qui est un peu dommage, quoi. Qui est un peu oui. Donc, oui, j'espère qu'on reviendra avec One Health, on reviendra sur nos silos. Mais les crises font avancer les choses, hein. Les pompiers, sont très forts en Angleterre parce qu'ils ont eu l'incendie de Londres. C'est ce que j'avais retenu d'une formation. Et donc, nous, c'est vrai que le Covid a quand même un peu amélioré les choses, bien que les labos départementaux sont très menacés, puisqu'on a une menace actuellement du groupe Eurofins sur les labos publics pour les fous dans l'air, puisqu'ils sont accusés de concurrence déloyale. Voilà. Eurofins, dont le siège social a été mis au Luxembourg, et avec le Covid, l'action au 440 a doublé, quoi. Donc, ils ont fait du profit financier. Et puis, bon, malheureusement, ils ont déménagé leur siège social de Nantes au Luxembourg. Bon, on espère qu'il restera un réseau quand même. Merci, Régis. Eric, tu voulais répondre? Non, c'est pas une réponse, c'est juste Commentaire. ouais, quelques mots pour en fait confirmer ce qu'a dit Pierre et revenir un peu sur la dichotomie nord-sud. D'abord, préciser que maintenant, les capacités techniques et les compétences techniques se sont considérablement améliorées en Afrique. À un moment, je vais parler de l'Afrique. Et alors, en effet, certes, les laboratoires de services vétérinaires dans tous les pays, je ne connais pas un, sont quasiment inexistants. Ça, c'est clair. Mais il faut savoir que ce n'est pas pour autant que le diagnostic de mortalité animale ou autre n'est pas fait sur place. Il est fait tout simplement dans les laboratoires de biologie humaine. Et donc maintenant, quasiment tous les pays sont capables, de manière très fiable, de faire le diagnostic des pathogènes spécifiques et qui ont l'habitude évidemment de circuler dans leurs pays respectifs. Mais en plus, il y a des plateformes très sophistiquées, très complètes dans certains pays et qui deviennent maintenant autonomes dans toute recherche un peu plus approfondie, dans la caractérisation, dans la métagénomique. On a cité, on en a parlé tout à l'heure très rapidement avec Pierre, le cas de l'INRB, l'Institut national de recherche biomédicale, qui est situé à Kinshasa, qui est maintenant possède un laboratoire vraiment très très moderne et toutes les plateformes de séquençage et ils sont quasiment autonomes maintenant dans tout. Il n'y a plus aucun prélèvement de cas suspects en fait dans cette zone d'Afrique centrale là qui est envoyé en Europe. Maintenant, tout est envoyé justement à Kinshasa et donc dans ce laboratoire-là. Et là, le dernier papier qui a été soumis dans Cell qui évoque et qui décrit la caractérisation de plusieurs centaines, voire de milliers de souches de Mpox qui ont été collectées et puis caractérisées lors de la grande épidémie qui sévit actuellement. Tous les séquençages du génome complet ont été effectués sur place, en Afrique, à Kinshasa, à l'INRB. Donc, je pense que la situation va dans le bon sens malgré un certain défaitisme, et va dans le bon sens, dans le sens d'une amélioration de plateformes sous-régionales, hyper équipées, hyper compétentes. Donc, Serge Rosolène voulait intervenir. Oui. C'était Oui. Bonjour, oui, merci de me donner la parole. Je voulais juste poser la question sur,
J'ai vu dans les équipes il y avait des partenariats qui étaient faits avec l'école vétérinaire de Toulouse. Et je voulais juste savoir si, en fait, vous avez dans vos différents labos, vous avez des étudiants vétérinaires qui sollicitent en fait d'entrer dans vos labos. Autrement dit, quelle est l'attractivité de cette problématique dans les écoles véto? Est-ce que c'est quelque chose, vous voyez qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça? Et sinon, qu'est-ce que vous envisageriez comme type d'action pour intéresser peut-être un peu plus les étudiants vétérinaires à à ces problématiques? Merci. Alors, je vais commencer à répondre pour les eaux usées, puisqu'effectivement, on travaille avec le service de Jean-Luc Guérin à l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Donc, je crois qu'ils ont un étudiant, mais je n'ai pas vraiment connaissance euh, de leur modalité de recrutement des étudiants pour la thèse. Bon, moi, il y a des gens qui étaient intéressés par les maladies infectieuses, bon, c'est assez connu, mais je ne sais pas si à l'heure actuelle, il y a des outils de promotion de cette épidémiologie. Peut-être, Jean-Luc, tu sais, je sais pas. Peut-être une réflexion de mon côté par rapport au labo. Euh, à nouveau, travaillant à l'OMS et discutant sur euh, comment dire, les aspects les plus importants de nos activités. Et moi, ayant travaillé pendant 5 ans dans un labo veto en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui a été très important pour moi. Parce que dans les unités de santé publique, il y a beaucoup d'épidémiologistes et peu de gens qui comprennent l'importance du travail de qualité au niveau des laboratoires. Pour moi, j'ai passé beaucoup de temps à convaincre ma hiérarchie, le senior management de l'OMS, à investir dans les laboratoires, à aider les laboratoires notamment les laboratoires nationaux, qui ont une importance stratégique énorme. Et le laboratoire qui est non seulement important pour fournir les fiches Excel de la surveillance, pour qu'ils mettent positif, négatif dans 2 colonnes, mais de façon plus intelligente, de stimuler la recherche, de promouvoir toutes les mesures médicales pour soigner des patients, vacciner des patients, etc., etc. Et ça, je m'en suis fait avocat sans discontinuité jusqu'à ce que je parte à la retraite il y a un mois maintenant. Et c'est quelque chose qu'il faut continuer absolument parce que les gens pensent que la PCR est née peut-être en ouvrant la porte d'un laboratoire. Et non, c'est pas le cas, comme vous le savez tous. Mais c'est incroyable de penser que souvent les gens sont prêts à investir pour produire des vaccins, mais qu'ils ne comprennent pas qu'il faut avant tout investir aussi dans la recherche et dans la partie laboratoire. Et que c'est là moi, j'ai souvent eu des étudiants qui venaient dans mon bureau qui voulaient inventer le nouveau vaccin, mais quand je leur parlais de travailler au niveau de la paillasse, ah d'accord, ok, ça commence par là. Ben oui, ça commence par là. Pour répondre à la question, j'ai accueilli quelques étudiants à Pasteur, quelques étudiants vétérinaires à Pasteur dans les stages en cours d'année. Aucun s'est orienté vers la recherche. Je crois qu'on peut comprendre pourquoi quand même, hein. Donc, système extrêmement compétitif, peu de postes disponibles, salaire bas. Est-ce qu'on souhaite vraiment ça pour ses enfants? Je ne suis pas certain. Oui, vous avez une question, madame? Il faut ouvrir. Bonjour Emmanuel Noël, je travaille pour une agence de programme AgriLife. Donc je vous remercie tous. Je suis pas vétérinaire, je suis docteur mais pas vétérinaire. J'ai une question pour vous tous dans le contexte de la réduction de l'épidémiosurveillance aux États-Unis. On est en droit de s'inquiéter de l'émergence de zoonoses. Et est-ce que vous auriez des conseils à donner, des points de vigilance? Quels sont, selon vous, les enjeux aujourd'hui dans le domaine pour la santé One Health, une seule santé? Qui peut répondre? J'avais une idée. Michael. Donc c'est effectivement préoccupant. Donc ça me permet, parce que je voulais intervenir sur l'échantillonnage,
Donc, dans le système des eaux usées, on a déjà eu des questions dans l'introduction des virus par des personnes qui voyagent. Donc ça, par exemple, ça a été fait, de faire des analyses sur les eaux noires ou grises des avions et de voir après d'isoler l'avion, de faire les recherches. Donc ça existe, hein. Ça a été possible. Même en France, on l'a un peu fait au moment des Jeux Olympiques. Mais c'est pas encore développé en routine. Donc, c'est une des voies de contrôler les hotspots, les entrées dans les territoires. C'est assez possible de faire ça sans trop de difficultés. Bon, pour après d'autres voies de limiter l'introduction de nouveaux agents pathogènes ou de renforcer l'épidémiosurveillance, bon, je sais pas. Il y a Stéphane qui a une suggestion. Voilà, très bien. Au point de vue de la façon de faire, changer le président. Oui. Oui, ça ne fera pas partie de la vie. Je peux intervenir? Bien sûr. Alors, bon, pour être un peu rassurant, je ne pense pas qu'il y aura une incidence majeure dans le diagnostic pour les plateformes de laboratoire, parce qu'il y a les pays du Sud, là je parle des pays du Sud, reçoivent quand même un certain nombre de financements autres que les financements américains. Beaucoup de collaborations, évidemment, tout ce qui est Afrique francophone avec la France et les centres de recherche français. Et les pays anglophones très tournés aussi sur l'Afrique du Sud et puis les pays anglo-saxons et allemands. Donc, je pense que l'impact en fait de cette de la diminution des financements américains sera assez limité dans le domaine du diagnostic et du laboratoire. Par contre, effectivement, là où l'impact sera majeur, c'est en santé publique, parce que là, il y a les financements. Pierre est là pour nous parler, hein. Il finance beaucoup les programmes de l'OMS, il finance beaucoup l'accès aux médicaments, à la trithérapie dans le cas du VIH, aux antipaludéens, etc. Et là, effectivement, là, on peut craindre le pire. J'étais il y a 6 mois ouais, dans une conférence au Congo à Brazzaville et c'était porté. Il y a un conférencier qui a justement présenté quels sont l'impact de la diminution de l'aide américaine, mais dans les programmes santé publique. Et effectivement, là, il y a une vraie réflexion et un vrai danger, car ils estimaient à peu près que les 3/4 des financements que certains pays africains, peut-être tous, dans le cadre de la politique de santé publique, donc de l'accès aux médicaments, provient des États-Unis. Donc, vous voyez un peu l'impact que ça peut avoir. Oui, enfin, l'impact, il a déjà commencé, il est colossal, hein. Il est colossal parce que c'est pas l'OMS a été touché personnellement, je dirais, mais c'est l'ensemble en fait de l'aide humanitaire qui a été touché venant des États-Unis, ce qui représente des sommes énormes. Et pas seulement pour les agences des Nations Unies, mais aussi pour beaucoup de partenaires de santé. Je pense à Gavi, ça touche aussi la Fondation Melinda Gates, voilà, et qui sont beaucoup impliqués dans l'achat de vaccins, et la distribution de vaccins dans beaucoup de pays. Donc, tout ça est problématique, oui. Comment on peut s'y préparer? On a été bien préparé. En fait, ma question, je vous remercie. C'est vrai que c'est pas rassurant, mais ma question, c'était comment, à l'échelle nationale, à l'échelle de la recherche, on peut s'adapter, prioriser, alerter ou se préparer. Quels seraient les fronts de science ou les thématiques sur lesquelles il faudrait mettre les efforts? Oui, il y a le côté financier, mais je pense qu'il y a un côté aussi qui est un côté gestion des flambées chez l'animal, notamment H1N1, de ce que j'ai compris. Et donc là, peut-être que mes collègues vétérinaires peuvent répondre, parce que je pense que ça aussi, ça fait partie des questionnements sérieux avec les nouvelles politiques qui sont en place maintenant aux États-Unis d'Amérique. Juste peut-être une remarque sur le H1N1, c'est que ça a touché les bovins, effectivement, et donc on ne s'y attendait pas du tout, et on cherche toujours d'où peut venir une épidémie.
Mais aussitôt, évidemment, on a la chance d'avoir les outils chez nous pour commencer à regarder ce qui se passe. Et donc, est-ce que c'est rassurant? Mais aujourd'hui, oui, on n'a strictement rien. Mais c'est vrai que le H1N1 a été découvert chez les bovins, mais pas uniquement, aussi chez des animaux de la faune sauvage. Et ça questionne sur les évolutions de ce virus de la grippe qui est un de ceux qu'on redoute le plus tous, de toute façon, pour le futur. Donc, c'est sûr. Et ça nous amène progressivement quand même à dire, quand on détecte un signal inquiétant, une maladie émergente, une réémergence, une maladie qui se dissémine, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est toujours, on met beaucoup de programmes dans la détection, dans comment d'où ça vient, comment on fait les choses, mais après, on nous dit quand même relativement peu de choses sur comment on met en place des mécanismes pour essayer de freiner la dissémination et est-ce qu'il faut utiliser des antiviraux, puisque nous avons le président du groupe de travail sur le sujet là, ici dans la salle, ou est-ce qu'il faut revenir à des gestes barrières? Est-ce qu'il faut surveiller, circonscrire? Finalement, il y a assez peu de règles qui ont émergé malgré les crises que nous venons de traverser durant tout ce début du 21e siècle, où il y a eu quand même pas mal d'émergences. Et finalement, je n'ai pas l'impression qu'il y ait encore, on en a discuté avec Pierre, où l'OMS a fait un certain nombre de recommandations avec des raisons tout à fait valables hein, pour les faire. Mais est-ce que c'est toujours satisfaisant? Est-ce que finalement, on peut même mettre les mêmes règles chez nous et chez eux, même si ce n'est pas forcément bien vécu, si ce n'est pas les mêmes, etc. En fait, j'ai l'impression quand même qu'une fois qu'on a fait le diagnostic d'émergence, et ce n'est pas évident qu'on arrive là rapidement, mais une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il y a une question là-bas. Non, sur le côté. Le bouton sur le côté. Jean-Yves Gauchot, praticien et président de la Fédération des syndicats Veto. Je rebondis sur ce que tu dis, Bertrand. Il y a 2 jours, on avait une conférence avec Pascal Boniface, grand géopolitologue, et puis en face, on avait Benoît Vallée, le professeur Benoît Vallée, président de l'ANSES. Benoît disait sur le One Health, à ce que tu dis un peu, Bertrand, c'est pour ça que je rebondis. Et qu'est-ce qu'on fait après? Et j'étais interloqué, Dieu sait si j'échange souvent avec le professeur Vallée. Il manque des vétérinaires encore dans l'étage européen. Donc le One Health, oui, enfin nous, profession, on était à l'Académie vétérinaire de France ici. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut sans arrêt remettre, et c'était quand même Benoît Vallée qui disait, vous auriez au niveau européen intérêt, parce que votre approche, etc., elle est transversale, les fameux silos, etc. Deuxième chose, Marc, tu as répondu à Serge Rosolène, mais Serge Rosolène avait une question orientée parce que à la Fédération des syndicats vétérinaires, on travaille sur comment améliorer l'appétence pour la recherche de nos étudiants. Parce que, et moi je suis un praticien, donc je milite pas pour les praticiens, mais je milite pour qu'il y ait plus d'étudiants veto. Enfin voilà, parce que je sais que les sciences vétérinaires, nous, les praticiens, on est des hommes de l'art, et vous, les chercheurs, vous êtes des chercheurs. Mais donc la question de Serge derrière, et tu y as répondu en disant, ben, est-ce qu'on veut ça pour nos enfants, etc. C'est sans doute la réalité, c'est ton expérience qui le dit. Mais derrière, on travaille en ce moment comment, dans nos écoles, essayer d'envoyer et de donner de l'appétence. Et je crois que tu y as répondu tout à l'heure en disant l'épidémiologie. Tu le disais, Stéphane, je suis l'ancien président du RESP, donc c'est une bonne porte d'entrée. En fait, il faut leur donner de l'appétence pour ces sujets-là. Et moi, en tant que président de la Fédération des syndicats vétérinaires, ce qui m'intéresse, c'est de l'influence demain de la profession vétérinaire, notre place partout, etc. Donc, il ne faut pas baisser les bras, Marc. Venant de toi, ça... Non, mais je ne baisse pas les bras, je suis réaliste. Je vois par exemple que s'agissant de postes hospitalo-universitaires, l'Institut Pasteur donc, a favorisé le fait de financer des bourses permettant à des hospitaliers de venir travailler à Pasteur. C'était valable pour les médecins, c'était valable pour les pharmaciens. Comme d'autres, j'ai essayé de plaider pour étendre aux vétérinaires, en étant d'ailleurs pas certain que certains de nos étudiants seraient intéressés d'ailleurs, mais enfin passons. J'y suis pas arrivé. Donc, pour motiver des médecins à faire de la recherche hospitalo-universitaire, faut des doubles rémunérations qui considèrent d'ailleurs comme insatisfaisantes par rapport au privé strict. On peut le comprendre. Il y a un problème d'attractivité financière, il y a un problème de poste. Je veux dire à quelqu'un qui a un large choix d'exercice libéral ou dans l'industrie, viens dans la recherche et peut-être dans 10 ans,
On a en plus que des filles, hein, quasiment dans les écoles. Alors, va te promener à droite, à gauche, etc. Et puis, quand tu reviendras vers 30-35 ans, tu auras peut-être un poste payé au lance-pierre. C'est pas très motivant, c'est une réalité, voilà. Peut-être que Stéphane, tu peux aussi nous donner un mot du RESP, puisque tu en fais partie, et donc comme élément de surveillance transfrontalière qui peut participer au contrôle de la dissémination des maladies émergentes. Alors, je vais dire un mot du RESP devant son ancien président qui est dans la salle et devant un des fondateurs du RESP qui est en visio. Stéphane Zantara était cofondateur du RESP avec des praticiens sur le terrain. Et dans la salle, François Vallon qui était également au tout début de l'histoire avec Francis Desbrosses et Guillaume Fortier. Donc, c'est un réseau qui est unique, hein, qui est un réseau d'épidémie-surveillance des maladies équines qui nous est envié dans le monde entier. Alors, on ne va pas le trouver aux États-Unis, c'est beaucoup trop grand, mais ce réseau, il a été copié. Il a été copié en Irlande, il a été copié aux Pays-Bas récemment, en Belgique et dans beaucoup de pays européens. Et comme je le disais tout à l'heure, il fonctionne sur de l'observation déjà, des cas cliniques sur le terrain, avec un système d'alerte qui consiste à envoyer des prélèvements qui sont réalisés après une discussion avec les laboratoires pour avoir les prélèvements pertinents, les envoyer dans les bonnes conditions, et les laboratoires effectuent les analyses et envoient de façon immédiate au RESP les résultats en même temps qu'au vétérinaire qui les a prescrits. Ce qui fait que le RESP, à son tour, va faire un système d'alerte qui s'est modernisé avec les outils qu'on a aujourd'hui, hein. Ça arrive sur les smartphones directement sur les personnes qui sont intéressées, et on peut avoir comme ça une idée du démarrage de la crise, de l'évolution potentielle de cette crise, et si vraiment ça prend de l'ampleur, on a des cellules de crise qui se mettent en place avec des experts, dont fait partie Stéphane qui est ici. Moi, je suis aussi dans le réseau neuro. On retrouve aussi François Vallon. Voilà, c'est un système qui est envié. Il est dédié à une espèce animale, les chevaux en l'occurrence, mais c'est vrai que c'est très pertinent. Je pense que c'était une copie, et Jean-Yves me confirmera, de ce qui existait pour le grog au niveau humain, pour la grippe, les cas de déclaration de grippe dans les années 80. Mais c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui a été copié. Il y a justement Stéphane qui voulait intervenir. Oui, alors je voulais intervenir pour compléter ce que disait Marc. Alors, juste un petit passage pour le reste, parce que c'était effectivement le grog. Et à l'époque, il y avait Jean-Claude Manigaraf, il y a toujours un pasteur, Keveto d'ailleurs. Et c'était un système pour suivre et surveiller la grippe équine. Donc, c'était il y a plus de 20 ans. Et pour revenir sur ce qu'a dit Marc, moi, je suis complètement d'accord avec lui. Et j'interviens juste là parce que il se trouve que c'est le laboratoire de santé animale dans lequel je travaille. Donc, c'est pas l'Institut Pasteur, c'est vraiment purement vétérinaire. Moi, je serai le dernier vétérinaire dans l'UMR de virologie de l'ANSES. Il y a encore une veto dans l'UMR de virologie qui est Sophie Lepoder, mais dans quelques années, je vais faire valoir mes droits à la retraite. Et aujourd'hui, il n'y a pas de vétérinaire qui prendra la succession. Et comme l'a dit Marc, je pense qu'il faut que ce soit attractif. Il y a d'ailleurs le même problème aussi, comme il l'a dit, en médecine humaine. Moi, j'ai ma fille qui est interne en médecine. Franchement, ils ont énormément de mal aussi à euh, stimuler les jeunes médecins pour faire des carrières hospitalo-universitaires. Il ne faut quand même pas oublier que quand on vend le fait que en étant veto, après le concours, après les années d'études vétérinaires, il faut ensuite faire une thèse d'université et ensuite une HDR pour le salaire qui est ce qu'il est. Et d'ailleurs, moi, je ne me plains pas puisque je suis sur un autre corps administratif. C'est pas forcément très stimulant. Donc, je crois que à part montrer que c'est une activité intéressante, mais aussi rémunératrice à minima, je vois pas très bien ce qu'on peut faire d'autre. Il y a eu plein d'essais hein, pour stimuler. Je crois me rappeler, Marc, que pour les masters, il y avait une augmentation des gratifications par l'INRA, je ne sais plus trop où on en est maintenant. Mais je ne crois pas que c'est donné beaucoup de résultats, hein. Le salaire d'un Bauge, d'un maître de conf ou d'un chargé de recherche est ridiculement bas. Enfin, je veux dire, c'est honteux, il faut le dire. François? Oui, simplement, je voulais intervenir ayant participé effectivement, comme tu l'as dit, Stéphane, au montage du réseau d'épidémiosurveillance. Et donc là, se posait effectivement la question à ce moment-là, comment être le plus efficace pour mettre en évidence des émergences. Donc effectivement, c'était la surveillance syndromique par rapport à d'autres possibilités qu'on avait envisagées, c'est-à-dire éventuellement à partir du diagnostic de laboratoire avec l'augmentation de l'incidence de certains diagnostics pour certaines maladies. Donc, et fondé bien évidemment sur un réseau de praticiens
formés, ayant une formation sur les maladies, des maladies infectieuses et pas que. Alors, à l'époque, se posait quand même déjà la question du maillage de ces vétérinaires sentinelles. Et c'était plus facile d'avoir donc des vétérinaires sentinelles pour pour des races de chevaux de sport, moins facile pour des races de chevaux de trait ou des races ou de poneys, etc. Donc déjà, on avait déjà noté ce souci-là de pertinence de ces réseaux. Et donc, le maillage se pose quand même pour d'autres espèces que les espèces équines en France, par rapport aux bovins, par rapport aux porcs, etc. Et donc, ça pose, pour les pays du Nord, ça pose un vrai problème. Et donc, on imagine bien que pour les pays du Sud, avoir un maillage de vétérinaires ou de techniciens vétérinaires, ou en tous les cas de personnes compétentes pouvant identifier, comme on l'a souligné, que finalement, la meilleure sensibilité pour diagnostiquer une émergence, c'est quand même par rapport à la maladie et non pas par rapport effectivement à des prélèvements larga menu. Je pense que là, il y a quand même un problème de fond qu'il faut identifier, puisqu'on est quand même relativement on est rassuré par rapport à la qualité des analyses de laboratoire partout dans le monde, avec soit des prélèvements qui sont des analyses qui sont faites sur place, ou qui sont envoyés vers des centres dédiés et qui sont efficaces. Donc, je pense que le maillage de sentinelles, et en identifiant quelle est la compétence de ces sentinelles, parce que, bon, effectivement, si on peut avoir des vétérinaires formés, c'est mieux. S'il n'y a pas de vétérinaires, ça peut être éventuellement des techniciens sous contrôle de vétérinaires, mais on peut aussi imaginer donc le rôle d'individus ou d'éleveurs, la place d'éleveurs, la place des chasseurs, etc., pour être le premier maillon de la chaîne, quoi. Et après, avec le bon geste, c'est-à-dire de pouvoir identifier plus ou moins le syndrome, et ensuite de faire le bon prélèvement et de l'envoyer au bon laboratoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette intervention? Oui, moi. Bon, Jeanne? Oui, parce que Brièvement, s'il vous plaît, Jeanne. très brièvement, effectivement, le premier maillon de la chaîne devant une maladie clinique émergente, ce ne sera pas l'éleveur ni le technicien, ce sera le vétérinaire. Donc, en fait, il faut savoir que pour la recherche, nous sommes d'abord des enseignants-chercheurs et que finalement, on est toujours souvent autodidacte si on ne fait pas partie d'un grand corps sans âme qu'est l'INRA, l'INSERM ou le CNRS, c'était le terme qu'utilisait Henri Brugère. Parce que finalement, quand il y a eu par exemple la crise de l'ESB, il y a eu de l'argent pour travailler, faire de la recherche. J'étais le seul labo qui travaillait sur la tremblante. Je faisais des projets. On m'expliquait que mon labo était trop petit. Et bien, les sujets étaient repris par les gens qui m'avaient évalué, c'est-à-dire à l'INRA. Donc, il faut se dire une chose, c'est que vous avez des enseignants qui font leur boulot, qui retrouvent les maladies, qui les décrivent, et c'est le vétérinaire du terrain qui, suivant l'enseignant, finira par faire le premier diagnostic. Et c'est ça qui est important, c'est que il faut qu'il y ait une communication et ça, c'est le rôle de l'enseignant. Merci, Jeanne. Adama, tu voulais intervenir? Juste, en fait, je voulais que, je sais pas comment sera la conclusion là, quand on revient un tout petit peu à la première question que tu avais posée aux panélistes, sud-nord, qu'est-ce qu'elle fait? Surtout que c'est le sud, c'est surtout là où il y a enfin, en tout cas, le début des maladies émergentes, quoi. Alors, Oui. contrairement à Éric Leroy, en fait, oui, il y a une amélioration nette du point de vue des labos de médecine humaine. Voilà, il y a vraiment un truc. Mais du côté des labos vétérinaires, je ne pense pas que ce soit le cas. Enfin, en tout cas, ce que je connais de l'Afrique subsaharienne, quoi. Il y a vraiment une dégradation dans beaucoup de ces laboratoires-là. Donc, il faut faire, j'espère qu'il y aura un élan pour faire comme ce qui se passe en santé humaine, avoir justement ces labos de référence régionaux, comme en Afrique du Sud, comme en RDC et même Congo démocratique, là, ils ont
et puis au Gabon aussi, mais qu'on ait ce type de laboratoire aussi en ce qui concerne les laboratoires vétérinaires. Ça, c'est extrêmement important. Et justement, ici enfin, à Vienne, l'Agence internationale à l'énergie atomique, ben, ils essaient justement de mettre en place ce type de labos régionaux. Je pense que c'est vers ça quoi, qu'il faudra aller. Mais les labos vétérinaires, la situation a beaucoup dégradé. Et Pierre le connaît, là où il a travaillé en Côte d'Ivoire, par exemple. Et quand on repart dans ce laboratoire, c'est pas la même qualité qu'il a laissé, quoi, il y a une trentaine d'années. Voilà. Et ça, c'est la remarque que je voulais faire. Et la deuxième remarque, et j'en finis avec ça, c'est ben, l'approche que Marc a faite hein, en disant que les labos du Sud et les labos du Nord, que les projets soient faits de telle sorte que ben, chacun y retrouve son compte. Hein. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Je prends par exemple un laboratoire, enfin, un projet de l'USAID hein, que Pierre connaît très bien, puisque c'était au niveau de l'OMSA, la FAO et l'OMS hein, sur les zoonoses. Ben, il fallait, et on partait, enfin, les gens ils partaient pour faire les prélèvements en Afrique, en Asie, et puis ben, tout était parti aux États-Unis, quoi. Alors, les gens, ils avaient des boules, quoi. Voilà, grosso modo, c'est ce que je voulais faire. Bon, par rapport à la démarche que Marc a faite, là, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des projets, justement, ben, pour que ben, chacun puisse se retrouver, quoi. Et moi, j'ai toujours poussé les laboratoires en leur disant que ben, ne vous engagez pas dans un projet si ben, le projet ne vous est pas utile. Voilà. Ça, c'était ben, ce que je voulais dire. Et si, Merci, Adama. la conclusion. Merci, Adama. Oui. Enfin, je pense que tu m'as compris et que pourquoi je milite et la condition du succès, c'est que chacun s'y retrouve. Oui, Voilà. non, mais j'ai Sinon, compris, Marc, hein, je suis voilà, d'accord ok, avec toi. d'accord. Voilà. Oui, Francis. Oui, je reviens sur la motivation des jeunes et de la recherche. On a quand même deux éléments actuels favorables. C'est le stage tutoré en alternance et la mobilité internationale. Hein. Moi, j'ai pu étudier les dossiers des jeunes et puis certains sont venus présenter ici le résultat de leur bourse. Il y a une ouverture complètement différente de celle que j'ai vécue à l'époque où le ministère de la Santé nous a virés des professions médicales et où j'ai été président de l'académie à ce moment-là, donc je suis allé au charbon. Hein. Le ministère de la Santé s'était aperçu qu'il avait fait un peu une bêtise et nous avait déjà donné 3 ans de sursis pour avoir accès encore à ce diplôme. Et puis de faire un diplôme mixte avec un tronc commun de 2 ans et puis la dernière année. Et alors, je me suis remué. Et puis, réponse des profs néant, réponse des étudiants néant. Et réponse de la DGR, rien circulé, il n'y a rien à voir. Et quand je suis retourné au ministère de la Santé en disant où on en est, on m'a dit, monsieur, rentrez chez vous. Hein. Donc, il y a quand même une évolution. Hein. Voilà, on est parti de très bas, mais de ce que je vois actuellement sur les dossiers qui passent pour les bourses de mobilité étrangère, et puis sur Toulouse, qui est assez proactif dans les stages en alternance, tutorés, euh, il y a il y a une petite amorce. Et en dernier point, j'ai l'impression que les jeunes sont moins intéressés par le financement qu'on ne l'était nous. Hein. Voilà. Attends, Terminé pour ces alors, remarques. je voudrais pour intervenir. ça, bon, Je voudrais vas-y, Jeanne. intervenir parce que réponse des enseignants, non, pas néant. Parce que en 2012, je me suis intéressée aussi en tant que présidente de l'académie, eh bien, on m'a répondu à l'ordre des vétérinaires que ce n'était pas à moi de m'en occuper, qu'il y avait un enseignant désigné pour ça, Monsieur Parodi, et justement, il n'a rien fait. Et c'est ça que je regrette le plus parce que j'avais préparé un tas de choses et on m'a dit que je n'avais rien à dire. Bon, on va pas refaire l'histoire, surtout l'histoire aussi ancienne, mais Oui, encore il une faut fois, le dire la quand même. formation par la recherche qui peut intéresser des étudiants, ou la formation à des spécialités médicales, et puis les orienter vers des sciences un peu dures, avec un métier qui est celui de chercheur, qu'ils auront peut-être 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, avec les salaires que j'ai dit, c'est quand même très différent. Et quant à dire que les étudiants d'aujourd'hui
sont moins intéressés aux aspects de financement que ceux d'hier, alors là, j'ai un doute, hein, quand même, hein. J'ai un doute. Je pense que notre génération était complètement naïve, hein. Franchement, aller faire de la recherche quand on pouvait être vétérinaire, fallait réfléchir qu'au côté passion et pas au reste, hein. Donc, je pense qu'il y a un reflet de l'époque aussi, hein. Stéphane? Ouais, ouais, juste, je suis d'accord avec Marc. Là, j'interviens tous les ans en première année d'école veto. Alors, je pense d'ailleurs que c'est un peu tôt, parce qu'il faudrait le faire un peu plus tard, parce que là, ils ont eu le concours et puis on leur dit, vous savez, il y a autre chose que la clientèle. Bon. Mais en tout cas, à chaque fois, la question est combien vous gagnez? Ah ouais, quand même, c'est pas terrible. Et donc, finalement, ils vont regarder vers d'autres activités. Et pour Francis, ce qui serait intéressant peut-être, c'est de savoir que sont devenus les jeunes. Alors, c'est peut-être un peu tôt, mais il faudrait regarder au bout de 2 3 ans, parce qu'on peut faire un stage et finalement, après, partir vers dans l'industrie pharmaceutique ou autre, mais pas avoir une vraie carrière de chercheur. Et autre chose aussi qui a changé par rapport à il y a une trentaine d'années, enfin, si je me base sur ce que les anciens racontaient, c'était quand même un peu plus facile de rentrer dans le monde de la recherche. Moi, j'en connais certains qui sont maintenant en retraite, où quasiment ils étaient invités au restaurant par le directeur qui leur disait bah, j'ai un poste, est-ce que vous voulez venir? Maintenant, déjà, il n'y a pas de poste. Et quand vous en avez un, vous avez des taux de sélection qui sont très importants. Donc, il faudrait vraiment regarder un peu ce qui va se passer dans les années qui viennent, hein. Sinon, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Et en fait, il est clair que dans une économie qui n'est pas très florissante, on a plus de mal à mobiliser de l'argent. Et on peut se demander si, dans ces conditions-là, il ne faudrait pas tenter de faire valoir l'intérêt de cette détection, de cette surveillance d'un point de vue économique. Et je vais vous raconter une anecdote. C'est en fait, il y a déjà très longtemps, on avait des hypothyroïdies néonatales chez l'humain. Et en fait, le législateur ne voulait pas payer les tests de dépistage parce que c'était trop cher. Et en fait, on a fait un calcul assez rapide on avait à peu près un cas sur 3000, une naissance sur 3000 avec une hypothyroïdie néonatale plus ou moins marquée. Le test à l'époque devait coûter 7 francs, ce qui voulait dire 21 000 francs par détection de maladie. Et finalement, le coût de prise en charge, de non prise en charge d'un hypothyroïdien néonatal, sachant que ça aboutit à un crétinisme parfois très avancé, évidemment était très supérieur à l'époque à ce coût-là. Et je me demande si finalement, c'est bien de faire des démarches One Health, mais s'il ne faudrait pas un peu quantifier nos actions et l'intérêt de nos actions. Et c'est une question que je pose un peu à la table ronde. Et puis peut-être qu'on conclura là-dessus. Et Jean-Pierre interviendra. Oui, puisque tu parles d'argent, j'avais précisément une question à poser, notamment à propos de notre confrère Michael Bondy sur Aubépine, puisqu'il y a eu un financement de l'ANR de 100 millions d'euros, c'est ça? 100 millions. Comment? 10 millions d'euros. Ce que ça représente par rapport au budget d'Aubépine et à quoi cet argent est destiné si on sait qu'il est affecté d'une façon particulière. Alors là, on est au départ du projet. Donc, effectivement, cet agent va être divisé dans tous les work packages qu'on a vus. Donc, l'essentiel va être dans l'analytique, donc les développements des méthodes, voilà. Une grande partie part aussi dans le financement de la prise d'échantillons, puisqu'il y a des personnes qui descendent dans les égouts, qui vont récupérer de ça. Donc souvent, c'est pas très gratuit. Donc c'est souvent parce qu'ils prennent des risques, il y a des tenues, des EPI, tout ça pour aller dans les eaux usées. L'achat de matériel, bien sûr, des chambres froides pour l'aquatech, des automates de biologie moléculaire, des coûts d'analyse de séquençage ou de métagénomique sous-traités où bon, il faut acheter le matériel pour le faire. Des financements de chercheurs, d'étudiants, du personnel. Voilà, donc là, il y a Le recrutement, justement, la part du recrutement dans ce... Alors là, pour l'instant, bon, moi, c'est pas moi qui m'occupe vraiment du recrutement, mais là, je crois qu'on a déjà identifié une dizaine de personnes qui vont soit faire des projets, des études, soit vraiment cartographier, par exemple pour l'aquatech, venir faire tout l'inventaire des prélèvements déjà réalisés, comment on va les mettre en place, etc. Donc là, bon, c'était en cours d'étude. Il y a eu quelques projets de financement. On avait demandé un peu plus, on a eu un peu moins. Bon, c'est déjà un beau financement, hein, puisqu'elle fait à peu près 2 millions par an pendant 5 ans.
Et l'objectif, c'est aussi de s'autofinancer, normalement au bout de 5 ans, qu'on arrive à trouver des systèmes de financement pour qu'il y ait moins d'argent public dans cette surveillance. Bon, c'est pas, ça va être un challenge, mais... Et le budget d'Aubépine Plus, vous le connaissez, non? Bah, c'est de 10 millions d'euros. 10 millions. 2 millions, ouais, c'est ça. C'est Bépine, alors au départ, oui, parce que je n'ai pas tellement évoqué, je crois que c'est peut-être dans la présentation, mais je ne l'ai pas évoqué. Donc, comme c'était effectivement la crise, donc on a eu un premier financement du ministère de la Recherche de 3,5 millions d'euros. Et ensuite, comme on a mis en place la surveillance de routine, le ministère de la Santé a aussi financé jusqu'à 2 millions. Il y a eu ensuite des petits appels d'offres, là, je vais noter. Et effectivement, les chercheurs d'Aubépine, eh ben, ils répondent à des appels d'offres pour mener des projets très précis. Bon, il y a eu 45 articles, donc il y a à chaque fois savoir quel virus est actif sur ce type de rongeur. Est-ce qu'on retrouve les mêmes souches dans les eaux usées que dans les rongeurs qui vivent dans les eaux usées? Est-ce que la PCR microfluidique est plus efficace que les PCR, les variants, la métagénomique? Voilà, donc il y a plein de petits projets qui sont menés. Ça coûte très cher, le matériel, les consommables, les amorces. Bon, c'est pas donné, hein. Je voulais. Oui. Il y avait une question là en ligne concernant éventuellement une relation avec des industriels. Est-ce qu'il y a des. Oui, alors je ne l'ai pas détaillé, mais on a un industriel qui s'appelle IAGE, qui est une société qui développe des tests de biologie moléculaire et qui va travailler avec nous. Sinon, dans le milieu industriel, c'est surtout les gens du traitement des eaux usées, voilà, Veolia, Suez, qui sont des partenaires, parce que c'est eux qui gèrent, qui exploitent les stations d'eau usées ou les sites. Donc, on est plutôt un groupement d'intérêt scientifique. C'est le GIS, vous êtes un GIP. Donc souvent, le GIP, c'est plutôt fait avec des entreprises privées, mais pour l'instant, c'est plutôt, vous l'avez vu, dans les acteurs institutionnels, mais on a quelques entreprises avec qui on a des liens. Et ils pourraient y trouver un intérêt dans la surveillance de la qualité de leur traitement ou des choses comme ça, non? Oui, oui, alors ça, effectivement, donc c'est surtout, par exemple, le LCPME de Nancy qui travaille avec, par exemple, Suez, justement, dans la qualité des traitements des eaux usées pour valider, de trouver des indicateurs de la qualité du traitement des boues avant de les répandre dans l'environnement ou de les traiter de façon. Donc, par exemple, en utilisant les bactériophages ou des choses comme ça, qui sont des bons indicateurs. Pardon. Bon, je voulais simplement commenter sur la possibilité qu'il y a d'argumenter sur le coût qu'on ferait économiser à la société au travers d'une action bien conduite. On a du mal à convaincre avec ça. Même sur quelque chose d'assez exemplaire comme la métagénomie clinique que j'ai montré en disant, bah, écoutez, le test, c'est 1 500 euros. Vos patients en errance thérapeutique, c'est plusieurs milliers d'euros par jour. On m'a répondu, écoutez, vos coûts, ils seront additionnels et nos lits de réa, ils seront toujours remplis de toute façon. Et je pense que c'est à peu près la même chose là. On a du mal à convaincre qu'on va vraiment empêcher une épidémie. On va peut-être la décaler, on va peut-être être un peu plus efficace, quantifier financièrement. C'est difficile. D'accord, merci. Bon, on va peut-être conclure. Ah, vas-y, Stéphane, le mot de la fin pour Alors, toi. peut-être pas le mot de la fin, mais une petite remarque aussi, parce que c'est vrai que alors, le GIP, c'est un groupement d'intérêt public et public. Si je le précise, c'est qu'effectivement, on a de l'argent public qui intervient dans tous les cas et qu'on a de nombreux réseaux. Et on voit que ce qui coûte le plus cher, ce sont les prélèvements. Vous l'avez évoqué, aller sur le terrain, etc. Et peut-être qu'on devrait avoir une réflexion globale pour voir comment on peut mieux utiliser toutes nos tech, qu'elles soient ADNotech, Virotech, Aquatech, parce que chacun en fait de son côté et on a des richesses incroyables. Et je pense que d'être autour de la table à évoquer en amont des projets, on arriverait peut-être aussi à améliorer cet aspect-là. Chacun va. Ah, vas-y alors. Ah oui, pour conclure, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc, c'est dans le projet de contacter tous les gens qui stockent des échantillons. Bon, c'est très difficile des fois de les avoir, de récupérer, puisque ils n'ont pas été encore valorisés, la publication n'est pas sortie, on garde. Bon, c'est souvent un peu difficile. Il y a encore un peu du travail en tuyau d'orgue. Mais je voulais insister, je l'ai dit un peu pendant ma présentation, hein, dans la santé publique, l'intérêt vraiment des mathématiciens. Voilà. Donc souvent, les gens font des analyses comme ça, mais vraiment, c'est une plus-value majeure dans l'échantillonnage, voilà, dans le traitement des données, de l'identification des données aberrantes, dans la modélisation de savoir le futur, etc. Donc c'est vraiment très important. Moi, je suis aussi expert à l'ANSES et on voit que c'est bon. Des fois, il y a beaucoup de mathématiciens, mais, voilà, mais c'est quand même vraiment très important de ne pas oublier ce volet-là. Souvent, il y a des équipes qui font des analyses comme ça. Et on se dit, bon, c'est un peu bizarre, c'est pas tout à fait.
bien exploité. Voilà ce que je voulais Merci, dire pour Pierre. terminer. Merci en tout cas pour cette... Oui, de mon côté, peut-être un commentaire au niveau surveillance internationale et le concept de One Health qui est un peu dévoyé parfois, si pas beaucoup. Plusieurs fois, il m'est arrivé de monter des projets, notamment sur une maladie qui s'appelle la fièvre de la vallée du Rift pour l'Afrique et le Moyen-Orient, où j'avais demandé que 4/5 des budgets partent vers la partie santé animale. Et ça, les bailleurs de fonds avec qui on discutait, vu la qualité malheureusement des services vétérinaires des pays concernés, c'était pas quelque chose qu'ils envisageaient. Récemment, je me suis retrouvé dans aussi des groupes qui développaient de nouveaux vaccins à ARN messager contre la fièvre de la vallée du Rift et d'autres types de vaccins encore, hein, avec une coalition qui s'appelle CEPI, qui investit plusieurs millions, dizaines de millions sur le développement d'un vaccin humain contre la fièvre de la vallée du Rift, c'est-à-dire une maladie qui doit tuer 10 personnes par an. OK? Alors que c'est un problème de santé animale pour l'Afrique, pour Et le qui tue Moyen-Orient, beaucoup plus à avec ce un moment-là. impact économique énorme. Et là, on ne peut pas trouver des sommes équivalentes pour justement faire une recherche pour améliorer un vaccin et surtout pour financer un stock de vaccins contre la rift pour aider les pays en question et résoudre un problème économique. Et moi, je me suis buté plusieurs fois là-dessus, où j'ai essayé d'expliquer à des grandes compagnies qui voulaient investir dans des vaccins, même contre CCHF, où je leur disais, ben, essayez d'investir sur des vaccins contre les tiques, par exemple, il y a l'OMA sur le Moyen-Orient, avec une nouvelle technologie, etc. Et là aussi, on sent que ça ne... Alors que le développement de vaccins vétérinaires par rapport à un vaccin humain, on sait que c'est beaucoup plus comment dire, moins cher à produire et que l'impact sera beaucoup plus grand. Et là, je pense qu'il faut repartir, d'une part, avoir des discussions plus objectivées quand on parle de santé One Health, notamment avec l'OMS, la FAO, l'OIE et l'UNEP, et être un peu plus exigeant et ambitieux pour la partie vétérinaire et santé animale, parce que c'est ça la prévention. Marc le rappelait, il y a très peu de pathologies sur beaucoup de ces pathologies, sur beaucoup de ces pathogènes chez l'animal. Alors que si on veut l'arrêter avant que ça arrive chez l'homme, il faut vraiment investir beaucoup plus davantage. Là, je ne parle pas seulement de la partie Europe, France en particulier, je parle vraiment au niveau global. Il y a un changement de culture à faire de ce côté-là, mais il faut aussi être prêt à embarquer dans ce type de nouvelles visions. Merci. Eric. Oui, bon, peut-être une petite précision de détail et puis un commentaire. Précision de détail, c'est par rapport à un industriel qui n'est pas un industriel, mais qui est un opérateur du projet Aubépine, qui est IAGE. IAGE que je connais très bien parce qu'en fait, ils sont basés à Montpellier et puis je collabore avec eux depuis plusieurs années déjà. En fait, c'est une plateforme de diagnostic qui utilise une nouvelle technologie de biologie moléculaire qui est la digital PCR et qui est en ce moment en plein développement et qui s'avère très précieuse parce que c'est un pouvoir discriminatif qui est beaucoup plus prononcé que la PCR quantitative. Et c'est des technologies que j'essaie de transposer également dans les pays du Sud, donc en Afrique, là où justement le matériel biologique est beaucoup plus souillé par d'autres matériels, etc. Donc voilà, c'est juste une petite précision sur IAGE. C'est une technologie très, très intéressante et on a évalué à peu près un gain de 10 à 15% de sensibilité, qui est une fausse sensibilité, parce que c'est discriminatif, mais par rapport à la QPCR, donc la PCR quantitative. C'est très prometteur. Et après, un point général en guise de conclusion, de ma conclusion, c'est que tout à l'heure, on s'est échiné à essayer de trouver des moyens pour développer l'implication des vétérinaires dans la recherche. Mais il faut savoir que même si on trouve des solutions miracles, on sera toujours confronté en fait à l'internationalisation de l'implication du métier de vétérinaire. Il faut savoir que en Afrique, l'impact des vétérinaires est quasiment nul.
nul dans la recherche, hein, en santé publique, dans la recherche dans les zoonoses, nul en termes de laboratoire, on l'a dit tout à l'heure. Les laboratoires des services vétérinaires sont quasiment inexistants dans la plupart des pays. Tout se fait dans les laboratoires de biologie humaine, de santé publique. Dans la surveillance épidémiologique des zoonoses, les vétérinaires sont également quasiment absents. Tout se fait par un maillage, on a expliqué tout à l'heure, un maillage qui implique à la fois le ministère de la Santé et sur les ministères de l'Agriculture par l'intermédiaire du service des eaux et forêts, et également les ONG qui sont très très présentes dans les pays africains, donc des ONG américaines ou européennes, etc., et qui s'impliquent vraiment dans les régions vraiment très très profondes, avec une participation communautaire, c'est-à-dire des villageois très 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 fortes. Les vétérinaires sont quasiment absents. Donc là, on aura toujours, en fait, on sera toujours confronté un peu à cette interface, même si on développe, on améliore l'implication des vétérinaires en France ou en Europe de manière générale dans la recherche, mais il n'y aura pas l'équivalent, il n'y aura pas les interlocuteurs euh, en Afrique, parce que je pense que c'est pas dans la culture africaine de développer ce métier ou ce corps professionnel. Et d'ailleurs, on le voit dans les formations. Il n'y a quasiment pas d'école vétérinaire dans tout le continent africain. Il y en a une à Dakar, euh, en, en Afrique du Sud, en Algérie, puis c'est tout. Voilà. Voilà comme mot de la fin, pas très joyeux, mais c'est la réalité. Mais ceci dit, l'Afrique a quand même éliminé la peste bovine il y a quelques années. Donc, il y avait des choses. Ça n'a pas toujours été comme ça. Très bien, bah merci. Je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde qui était très riche. Et je pense qu'il va falloir décanter parce qu'il y a eu tellement de réponses apportées. Je vous recontacterai avec des échanges, notamment de documents, pour que vous puissiez relire, compléter, donner, modifier selon ce que vous pensez. Et puis, va s'attaquer à la rédaction d'un avis sur cette question qui, visiblement, il y a encore beaucoup de questions en suspens et beaucoup de choses qui restent sans réponse. Le financement étant l'un d'entre eux, mais ce n'est pas le seul. Et je pense que le maillage, la surveillance sur le terrain sont aussi des questions importantes. Et je vous remercie vraiment, c'était très, très, très intéressant. Très gentil d'avoir participé à cette table ronde très riche. Voilà pour moi.